Quelle est la véritable raison pour laquelle l'armée américaine réactive les aérodromes de la Seconde Guerre mondiale? Il ne s'agit ni de nostalgie, ni d'histoire. Ces aérodromes oubliés, comme Tinian, sont sur le point de jouer un rôle crucial pour contrer les ambitions de la Chine dans le Pacifique. Alors que Pékin s'occupe à construire de fausses îles, des tas de sable et de béton dans la mer de Chine méridionale, les États-Unis prennent des mesures décisives. En redonnant vie à ces aérodromes stratégiques, l'Amérique rappelle à la Chine qui est vraiment en charge du Pacifique et lui donne beaucoup de soucis. Quel est le plan des États-Unis et en quoi Tinian est-il si important? Plongeons et découvrons l'histoire complète en commençant par la question sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que Tinian exactement? Pour répondre, un bref rappel historique est bon nécessaire. Située juste au sud du Japon et à l'ouest des Philippines, Tinian est une île qui fait actuellement partie du Commonwealth, des îles Mariannes du Nord, qui sont administrées par les États-Unis. L'île est minuscule, mesurant seulement 39 miles carrés. Cela représente un peu moins de 1% de la taille du parc national de Yellowstone. Mais bien qu'elle soit minuscule, Tinian a une longue histoire de lutte entre les grandes puissances mondiales car elle offre une position stratégique clé dans le Pacifique. L'Université du Missouri des sciences et de la technologie, Missouri University of Science and Technology, donne plus d'informations. Après la Première Guerre mondiale, le Japon a pris le contrôle de Tinian, obtenant une position stratégique clé à l'est de la mer des Philippines. Des années plus tard, le Japon s'est retrouvé engagé dans la Seconde Guerre mondiale, combattant la Chine, puis les États-Unis. L'attaque sur Pearl Harbor a poussé les États-Unis dans cette guerre et a fait du Japon une cible évidente pour les représailles. L'Amérique a choisi Tinian comme base idéale pour attaquer le Japon. Le problème était que le Japon contrôlait toujours l'île, ce qui posait problème aux États-Unis. Devraient la prendre de force. Ils ont fait exactement cela pendant l'été de 1944. Les États-Unis ont repéré 2 plages sur Tinian, White 1 et White 2, qui pourraient servir à un débarquement. Il a déployé des troupes vers le Japon à travers le Pacifique, les soldats embarquant dans des navires Amtrak en direction des plages. Les 2 îles, mesurant moins de 200 pieds de large chacune, étaient si petites que les tactiques de débarquement traditionnelles de l'Amérique seraient inadaptées. Alors, il a eu une idée ingénieuse. Construire des radeaux en bois, surnommés Doodlebugs, montés sur ces Amtrak pour débarquer des soldats et des marines américains sur Tinian. Les rampes permettaient aux soldats de franchir aisément les falaises de 8 pieds présentes sur les zones de débarquement de White Beach. Cependant, cela ne suffisait pas. Sachant qu'une attaque solitaire des plages blanches rencontrerait une forte résistance, les États-Unis ont lancé une frappe de diversion sur la côte de Tinian Town, au sud-ouest de l'île. Les soldats américains ont combattu les troupes japonaises sur l'île, les distrayant assez longtemps pour les États-Unis. Les Marines puissent débarquer sur les plages au nord-ouest. Une fois débarqués, ces Marines se sont dirigés vers le sud, prenant les soldats japonais dans un mouvement en tenaille qui a permis à l'Amérique de prendre l'île. Les États-Unis avaient gagné une bataille décisive. Cette victoire s'avérerait cruciale à l'approche de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, ayant pris le contrôle de Tinian et de Saipan, une île japonaise au nord-est de Tinian, se sont mis au travail. La construction a commencé sur ce qui aurait été les plus grandes bases aériennes du monde, selon Missouri University of Science and Technology. 4 pistes de 852,4 mètres ont été construites au nord de l'île de Tinian, et 2 autres sont en construction à Westfield, dans le sud-ouest de l'île. Ces grandes pistes avaient un objectif spécifique. Des photos de ce projet de construction durant la Seconde Guerre mondiale montrent des supports solides installés pour les bombardiers américains, B-29. Le Japon aurait suivi ces développements avec un grand intérêt. Il avait mené une attaque surprise réussie sur les États-Unis grâce à ses forces aériennes. Les États-Unis semblaient désormais prêts à réagir face à Kai. Tinian était en train d'être transformé en une base à partir de laquelle les États-Unis pourraient envoyer des bombardiers sur les 1500 à 1700 miles entre Tinian et le continent japonais. Ces avions largueraient des explosifs, du genre qui n'ont jamais été utilisés pour cibler le pays. Le Japon savait que des bombes arrivaient, mais il ne savait pas exactement quel type de bombe les États-Unis avaient en tête. Tinian est devenue une ville américaine de 40 000 habitants. En quelques mois, la 20e force aérienne s'est installée sur la base, l'utilisant pour lancer des raids incendiaires sur les villes japonaises. Ce même groupe a également largué des mines dans les ports japonais, empêchant la nourriture de les atteindre dans ce que les Américains ont appelé l'opération Starvation. Le Japon aurait pu supporter ces attaques pendant des années, mais une autre opération américaine sur l'île de Tinian, le projet Manhattan, a changé la donne. Ce projet a abouti aux États-Unis d'Amérique, créant les premières bombes atomiques du monde. Le Japon ressentirait bientôt la pleine force des explosifs nucléaires, Tinian y jouant un rôle crucial. Le 16 juillet 1945, l'United States Ship Indianapolis a quitté San Francisco pour Tinian.
Il est arrivé environ 10 jours plus tard, livrant les composants pour les bombes Little Boy et Fat Man. On ne sait pas si le Japon comprenait exactement ce que le navire de 610 pieds livrait aux forces américaines à Tinian, mais il a vu une cible claire. Le 30 juillet, le sous-marin japonais 158 a torpillé le United States Ship Indianapolis, coulant le navire et tuant 879 de son équipage. Aussi dévastatrice qu'une telle perte de vie soit toujours, l'attaque du Japon était arrivée trop tard. Les bombes atomiques étaient sur Tinian. Les États-Unis ont mis environ 2 semaines à construire les bombes destinées au Japon, en utilisant les composants livrés par l'United States Ship Indianapolis. Le 5 août 1945, il était prêt à lancer les attaques les plus dévastatrices de l'histoire. Le lieutenant-colonel Paul Tibbets du groupe composite 509 a déplacé son B-29 nommé Enola Gay en l'honneur de sa mère, au-dessus d'une fosse de chargement de bombes. Il a ensuite roulé jusqu'au North Field, où il a attendu jusqu'à l'aube du 6 août. Décollant à 2h45 du matin, Tibbets a mis environ 5h30 pour atteindre Hiroshima, où il a largué la bombe atomique Little Boy. La ville a été dévastée par l'explosion. 3 jours après, un autre B-29 décolla de Tinian avec des avions de soutien, transportant la bombe Fat Man vers Nagasaki. Le résultat était identique. La bombe fut larguée avec succès, et les avions retournèrent à leur base insulaire. Le véritable objectif de la prise de contrôle de Tinian par les États-Unis a été révélé. Ces 2 puissantes bombes atomiques auraient tué environ 214 000 personnes, selon la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. L'empereur du Japon a capitulé moins d'1 semaine après le bombardement atomique de Nagasaki, réalisant l'ampleur de la menace pour son pays. Nous vous disons tout cela pour souligner à quel point l'île de Tinian était cruciale pour les États-Unis, leur offrant une position stratégique pour attaquer dans le Pacifique. Sans l'île, il aurait été difficile pour lui de déployer ses armes atomiques au Japon. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale se serait possiblement prolongée. Tinian est devenu, de manière argumentée, le territoire le plus crucial revendiqué par les États-Unis pendant la guerre, leur fournissant une base pour lancer les attaques les plus dévastatrices de l'histoire. Mais tout cela était en 1945. Au fil des décennies, les aérodromes militaires de Tinian sont tombés en désuétude alors que les États-Unis et le Japon devenaient alliés. Pendant une grande partie du XXe siècle, il n'était pas nécessaire de maintenir l'île, la Chine étant loin d'être la puissance géopolitique qu'elle est devenue par la suite. Les États-Unis n'avaient aucune menace réelle dans le Pacifique, donc ils n'avaient pas besoin de garder Tinian. L'île avait atteint son but. C'était le cas jusqu'à ce que le président chinois Xi Jinping entame sa croisade de plusieurs décennies pour moderniser son pays et en faire une superpuissance militaire. Aujourd'hui, la Chine a la plus grande armée de tous les pays du Pacifique, avec plus de 2 millions de personnels actifs et 510 000 autres en réserve. Selon Global Firepower, elle possède une force aérienne de 3 304 actifs, et la deuxième plus grande marine mondiale en termes de nombre d'actifs. Elle utilise cette énorme puissance de feu pour menacer et intimider dans le but de devenir le grand courtier en puissance du Pacifique. Nous voyons cela avec les îles Spratly. Aucun des autres pays qui revendiquent ces rochers n'étant capable de repousser la Chine seule. Le président Xi a intensifié sa rhétorique sur la prise de contrôle de Taïwan par la Chine. Le département de la défense des États-Unis estime que l'armée de libération du peuple sera prête d'ici 2027. Les États-Unis ne peuvent pas permettre à la Chine d'envahir Taïwan. En réalité, il ne peut autoriser le département de la défense à encourager le dragon ambitieux à accroître davantage son pouvoir dans le Pacifique. Les États-Unis entreprennent une action qu'ils n'auraient jamais cru nécessaire. Revitaliser les aérodromes de Tinian, redonnant vie à une île cruciale pour la victoire sur le Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Les questions sont simples. Que font les États-Unis à Tinian? Et pourquoi la Chine a-t-elle raison d'être terrifiée? Au début des années 2020, les États-Unis cherchaient de nouveaux aérodromes dans le Pacifique pour faire face aux problèmes croissants posés par la Chine dans la région, selon Business Insider. L'objectif était simple, disperser les États-Unis, force au-delà des grandes bases, mais similaires en localisation, pour donner à l'Amérique une plus grande portée et couverture dans le Pacifique. Cette nouvelle survient alors que la Chine développe plus de missiles à longue portée, rapporte Business Insider. Ces missiles pourraient facilement atteindre plusieurs bases américaines du nord du Japon, ce qui pourrait frapper durement l'Amérique dès le début d'une éventuelle guerre. L'Amérique devait trouver des bases qui étaient de plus éloignées tout en offrant une couverture dans le Pacifique. Lors d'une conférence, le général Kenneth Wilsbach a indiqué que Tinian, qui correspondait aux attentes, n'est pas totalement inutilisé. Une piste opérationnelle restait encore, servant d'aérodrome international après la Seconde Guerre mondiale. Mais les pistes beaucoup plus grandes que les États-Unis. Les pistes LIA et les voies de circulation des bases, utilisées pour envoyer les avions au Japon des décennies plus tôt, sont toujours présentes sous la jungle envahissante, selon le général. Cela n'a pas empêché les États-Unis d'utiliser l'île à l'occasion.
En 2012, il a installé un équipement d'arrêt mobile qui lui permettrait d'atterrir, CGF, à 480 x8, 480 lors d'un exercice qui incluait Tinian. Quelques années plus tard, aux États-Unis, l'armée de l'air a sélectionné l'île pour y établir un aérodrome de déroutement, servant à appuyer les exercices d'entraînement et à assurer la conformité des avions aux normes requises pour leur mission. Suite à cette décision, les États-Unis ont entamé la rénovation d'une piste au nord de la piste principale de Tinian. Les travaux étaient en cours et d'autres allaient en suivre. D'ici à 2024, les États-Unis, l'armée de l'air avait adapté sa vision de Tinian. L'île ne pouvait plus servir à l'Amérique pour l'entraînement. C'était un emplacement stratégique, permettant à l'Amérique de surveiller les actions de la Chine dans le Pacifique. L'US Air Force a lancé un contrat pour reconstruire et rénover plusieurs pistes de l'île datant de la Seconde Guerre mondiale. Une entreprise d'ingénierie texane nommée Fluor a remporté ce contrat, qui s'élève à 409 millions pour terminer le projet de piste par l'Amérique était déjà. Cependant, dans les mois précédant l'attribution du contrat à l'entrepreneur, l'Air Force avait effectué plusieurs visites sur l'île pour mener des enquêtes. Selon Defense News, les aviateurs avaient aussi débuté le défrichage de centaines d'hectares de jungle pour préparer l'île à la construction. Le Wall Street Journal, a donné plus de détails sur ce que ces efforts de construction impliquent sur sa chaîne YouTube. En parlant au surintendant des opérations, le sergent-chef Jody Branson, le Wall Street Journal a découvert que les États-Unis, l'Air Force a d'abord localisé les anciens aérodromes, avant que Fleur ne commence son travail de dégagement. Mon équipe a dû traverser la jungle, trouver les coordonnées Global Positioning System et les marquer pour délimiter l'aérodrome, a déclaré Branson à l'agence de presse. Son équipe, armée de bâtons et de machettes, démolissait la jungle pour créer des chemins vers les aérodromes datant de la Seconde Guerre mondiale. Malgré la pluie, l'humidité et la chaleur étouffante, l'équipe a passé plusieurs mois à traverser la dense forêt de Tinian. Lorsqu'ils ont terminé, dit le Wall Street Journal, les États-Unis, l'armée de l'air avait dégagé des zones de la taille de plusieurs terrains de football jusqu'à la découverte des pistes de Tinian. Le commandant d'escadron, le major Blake Rothschild, a dirigé une équipe chargée de se débarrasser de ces sous-bois. Il a fait visiter les aérodromes au Wall Street Journal, soulignant la piste Charlie qui était auparavant envahie par la végétation. La route est maintenant complètement dégagée et praticable pour les véhicules. Notre équipe n'est que la première étape pour réhabiliter avec succès et de manière adaptative ces pistes à Tinian Northfield, a déclaré Rothschild au Wall Street Journal. La prochaine étape verra l'arrivée de Fluor sur l'île, ainsi qu'un autre entrepreneur nommé Black Micro Corporation en mai 2024, le maire de Tinian, Edwin Pei. Alden a publié des informations sur la première phase de l'aérodrome de dérivation de Tinian. Il a noté que le travail avait débuté en 2022 aux États-Unis. Ont probablement l'intention d'utiliser Tinian si la base aérienne d'Anderson ou à Guam devient inaccessible en raison d'une guerre ou d'une autre calamité imprévue. Il a déclaré que l'US Air Force prévoit que Black Micro Corp terminera la première phase de son projet Big Tinian d'ici octobre 2025, la construction se concentrant sur la construction d'une aire de stationnement adaptée aux avions militaires américains. Danny Aquino, assistant spécial du Bureau des Affaires militaires du Commonwealth, annonce qu'une deuxième phase suivra où Black Micro Corp entamera la construction des installations nécessaires pour maintenir la piste revitalisée opérationnelle. Cela inclut des routes, une aire de fret avec une extension de voies et une installation de maintenance. Des réservoirs de carburant seront amenés sur l'île, avec Black Micro installant des pipelines et des hydrants pour transférer le carburant aux avions. Cette phase devrait s'achever en octobre 2026 et peu après, les États-Unis disposeront à nouveau d'un aérodrome pleinement opérationnel sur Tinian. La perspective de cet aérodrome terrifie la Chine. Elle est forcée de rester en retrait et de regarder les États-Unis transformer une île autrefois endormie en une base militaire. Et il ne fait aucun doute que les échos du terrible passé nucléaire de Tinian résonneront dans la tête du président Xi, alors que l'Amérique approche de l'achèvement de son projet à Tinian. Ce qui nous amène à la dernière question de la vidéo. Pourquoi Tinian compte-t-elle autant dans le contexte de la stratégie américaine de manœuvre contre la Chine? Tout commence avec les actions de la Chine dans le Pacifique. Nous avons déjà parlé de Pékin construisant des îles artificielles près des îles Spratly. Cela permet à la Chine de renforcer ses revendications territoriales, quoique illégitimes, en mer de Chine méridionale. Ce n'est qu'une partie de la stratégie apparemment grandiose de la Chine pour devenir le courtier en puissance dans le Pacifique. L'initiative La Ceinture et la Route, Belt and Road Initiative, en est une autre. La grande ambition de Xi pour créer ce que certains appellent une nouvelle route de la soie voit Pékin offrir à des dizaines de pays en Asie et en Afrique des prêts pour la construction d'infrastructures. Le projet Belt and Road Initiative a été un succès, selon le Conseil des Relations étrangères. 147 pays, représentant environ les 2 tiers de la population mondiale, se sont inscrits pour des prêts. Belt and Road Initiative.
Malgré l'apparence amicale, cela souligne les efforts de la Chine pour renforcer ses liens avec de nombreux petits pays, dont elle espère le soutien stratégique en cas de conflit dans le Pacifique. Selon le Conseil des Relations étrangères, XI présente la Belt and Road Initiative comme un signe d'une Chine plus affirmée. Affirmée est le mot correct, car les conditions des prêts de la Belt and Road Initiative permettent à la Chine d'exiger le paiement intégral à tout moment, laissant potentiellement les pays qui ont accepté ces prêts redevables à Pékin et coordonnables à Pékin. Pour renforcer son influence, la Chine a également signé un pacte de défense avec les îles Salomon. Ce pacte a peu de sens en termes d'aide des îles Salomon à la Chine en cas de guerre. Les îles n'ont pas de militaires, suggérant que la coopération de la Chine vise probablement à obtenir la permission de construire une base militaire dans le Solennel. L'île bénéficie ainsi d'une protection de la Chine, permettant à Pékin de construire une base stratégique dans le Pacifique Sud-Ouest, proche de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. La reconstruction par les États-Unis des aérodromes de la Seconde Guerre mondiale sur Tinian est une réponse directe aux manœuvres de pouvoir constantes de la Chine dans le Pacifique. Les États-Unis cherchent à renforcer leur présence dans la région pour empêcher la Chine d'en prendre le contrôle. Ensuite, il faut considérer la valeur stratégique de Tinian. Global Security Review affirme que la revitalisation de Tinian offre un point d'appui stratégique aux États-Unis dans le Pacifique occidental. Ce point d'appui permettrait aux États-Unis de répondre rapidement aux défis de sécurité régionaux, tout en assurant la stabilité. En résumé, les aérodromes de Tinian sont idéalement situés pour les États-Unis. De garder un œil sur la Chine et pourrait être le point de lancement d'attaque sur des cibles chinoises, comme la potentielle base militaire sur les Salomon. Selon Global Security Review, Tinian peut aussi être un point d'appui essentiel pour les opérations et la logistique dans le Pacifique. L'île pourrait devenir un centre de ravitaillement en carburant pour les avions et les navires se dirigeant vers la Chine. Des troupes pourraient aussi être déployées via Tinian vers des cibles chinoises potentielles comme le Japon et l'Australie. La décision américaine de réactiver des aérodromes inutilisés depuis la Seconde Guerre mondiale permet de renforcer les relations avec des alliés militaires clés comme le Japon et la Corée du Sud. Les États-Unis montrent leur engagement à maintenir une présence dans le Pacifique, affirme Global Security Review. Cet engagement renforcera sa relation avec ses alliés, dont beaucoup se méfient énormément de la Chine, et donnera à Pékin une autre chose à penser alors qu'elle essaie de prendre le contrôle de la région du Pacifique. En parlant d'autre chose à penser, la revitalisation de Tinian ouvre également ce que le Joint Air Power Competence Center appelle la prochaine grande chose pour la puissance aérienne de l'OTAN, l'approche Agile Combat Employment, ou Agile Combat Employment. Le Wall Street Journal affirme que les États-Unis se tournent vers cette approche à la fois pour dissuader la Chine et pour se préparer à d'éventuelles hostilités à l'avenir. L'idée, c'est de créer un réseau d'aérodromes. Bien que les États-Unis aient des bases importantes dans le Pacifique, notamment au Japon, cela peut paraître être un concept dépassé. Néanmoins, l'approche Agile Combat Employment prend en compte ses fondements. Si une grande base américaine est menacée par une salve de missiles chinois, ces avions pourraient décoller et se disperser vers un réseau de sites plus petits. Tinian est l'un de ces sites. L'île offre aux États-Unis une issue si la Chine bombarde ses plus grandes bases aériennes. L'Amérique pourrait riposter via Tinian, maintenant la pression sur la Chine, le temps des renforts. Tinian est loin d'être le seul endroit envisagé pour ce réseau d'as. Le Wall Street Journal indique que l'US Air Force a identifié plusieurs autres lieux qui pourraient accueillir les forces américaines, y compris une chaîne d'îles plus longue connue sous le nom de deuxième chaîne d'îles, qui s'étend du Japon jusqu'à Guam et la Micronésie. Établir ces bases offrirait aux États-Unis plus d'options offensives en cas de guerre contre la Chine. Cela obligerait Pékin à se disperser plus que souhaité, devant frapper davantage de cibles pour prévenir une riposte américaine. Guam a été mentionné à plusieurs reprises dans cette vidéo, en référence à la deuxième chaîne d'îles et à la base aérienne d'Anderson. Le Wall Street Journal souligne que cette petite île contrôlée par les États-Unis, qui ne fait que 210 miles carrés, ferait également partie de toute stratégie militaire américaine impliquant Tinian. L'Amérique prévoit de développer un plan de défense anti-aérienne en couche pour la base aérienne d'Anderson à Guam, qui inclura les systèmes Patriot, DAS et Aegis. En cas de problème, de nombreux avions de Guam seront transférés à Tinian. Il s'agit de renforcer les capacités de la base d'Anderson. Les pilotes stationnés à la base auront des options, si la Chine la cible avec son missile balistique à portée intermédiaire DF-26. Selon le Wall Street Journal, ce missile est surnommé le tueur de Guam. Tinian donnerait une seconde vie à Guam, afin que la Chine ne puisse plus compter sur ses missiles. Certes, il reste encore des défis à relever pour les États-Unis. Le travail est loin d'être terminé sur Tinian, des améliorations majeures d'infrastructures étant requises pour restaurer sa gloire de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Une coordination avec divers acteurs régionaux est aussi requise d'après Global Security Review.
L'implication de plusieurs parties a toujours le potentiel de causer des retards, à un moment où les États-Unis voudraient préparer leur stratégie Agile Combat Employment le plus rapidement possible. Pourtant, la Chine a peur et elle devrait l'être. Avec Tinian, les États-Unis montrent qu'ils sont prêts à construire un réseau de bases encore plus avancé dans le Pacifique qu'ils n'en ont déjà. L'Amérique obtient de plus en plus d'options qui la rendent capable de lancer des contre-attaques et de maintenir en vie ses atouts aériens face aux frappes de missiles chinois. Tinian ne sera plus le site de lancement d'armes atomiques comme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais redeviendra un aérodrome vital pour les États-Unis afin d'observer et de contrer la Chine dans le Pacifique. Que pensez-vous des tentatives américaines de redynamiser Tinian ? La base deviendra-t-elle aussi vitale pour la stratégie Agile Combat Employment que les États-Unis l'anticipent ? Ou la Chine aurait-elle une contrepartie pour Tinian qui lui permettrait de nier la base en cas de guerre ? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant découvrir pourquoi le nouveau États-Unis, le sous-marin Mantaré terrifie la Chine. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.